imaginez pouvoir alimenter une maison entière en électricité, D'accord. de jour comme de nuit, sans aucune interruption, et tout ça pour le prix d'un banal plein d'essence. C'est vrai que dit comme ça sonne presque trop beau pour être vrai. Ouais, c'est clair. Et imaginez surtout que le secret de cette abondance énergétique, ça repose sur un principe physique qui était déjà maîtrisé, dans les grandes lignes en tout cas, par des ingénieurs de la Rome Ah antique. oui, on remonte loin là. Exactement. Honnêtement, si on entend ça dans une discussion de comptoir, ça ressemble fortement à une arnaque. Ou à une vidéo complotiste, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Un de ces innombrables pièges à clics qui pullulent sur Internet. Et c'est d'ailleurs précisément l'impression que donne le titre de notre source du jour. On a analysé une transcription issue de la chaîne YouTube Savoir interdit. Rien que le nom de la chaîne, déjà, ça annonce la couleur. C'est provocateur au possible. Le titre de la vidéo, c'est, je cite, Oubliez le solaire, cette machine à 50 € génère de l'électricité illimitée pour toujours. Avec illimité en majuscule, bien sûr. Évidemment, classique. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la première réaction, légitimement, c'est de se braquer en s'attendant à un discours sur une pseudo-magie quantique ou à un moteur à mouvement perpétuel et impossible, tu vois. Ouais, le genre de truc qui défie les lois de la thermodynamique. Exactement. Mais en fait, la réalité décrite dans cette source est bien plus ancrée dans le réel. On y parle d'une technologie mécanique, pure et dure, qui a fait ses preuves depuis plus de 2 siècles, le picogénérateur hydroélectrique. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, pour les esprits curieux qui nous écoutent, c'est justement de laisser de côté tout cet emballage sensationnaliste. Ouais, on va ignorer le côté racoleur. Voilà, on se concentre sur l'ingénierie brute. Nous allons examiner, vraiment avec objectivité, les affirmations techniques qui sont avancées par cette vidéo. D'accord. Plonger dans la physique des fluides, parce que c'est ça qui rend cette machine si performante. Et surtout, on va essayer de comprendre, d'un point de vue historique et économique, comment une technologie aussi redoutable a pu presque totalement disparaître de notre quotidien. C'est vrai que c'est fascinant comme paradoxe. C'est un sujet qui bouscule l'idée reçue, tu sais, celle qui dit que l'innovation énergétique, ça passe obligatoirement par des labos hyper high-tech, des terres rares ou des réseaux informatiques complexes. Ouais, on s'imagine tout de suite des panneaux solaires géants ou des éoliennes offshore connectées au cloud. Exactement. D'ailleurs, avant même de regarder sous le capot de cette fameuse machine à 50 €, la vidéo lance une première affirmation qui m'a vraiment fait tiquer en tant que lectrice. Laquelle? Elle propose carrément de tourner le dos aux panneaux solaires. Ah oui, c'est très clivant comme approche. Mais totalement. Pour tous ceux qui s'intéressent un minimum à la transition écologique, c'est un discours qui va complètement à contre-courant. Le solaire, on nous le présente partout comme le pilier incontournable de l'énergie verte, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le photovoltaïque est perçu comme la solution par défaut. Bah oui, les toits en sont couverts, les prix s'effondrent d'année en année. Alors, opposer à cette modernité un vieux système à eau, est-ce que c'est pas juste une posture rebelle pour générer des vues? Alors, la formulation est volontairement clivante, c'est sûr. La chaîne cherche le clic. Mais elle soulève quand même un défi d'ingénierie colossal que le grand public ignore bien souvent. C'est ce qu'on appelle le facteur de capacité. Le facteur de capacité? Tu peux nous vulgariser ça? Bien sûr. En ingénierie énergétique, on ne regarde pas juste la puissance maximale théorique d'une installation. Genre le chiffre imprimé sur la boîte du panneau solaire. Voilà, c'est ça. On regarde plutôt son efficacité sur la durée. Le facteur de capacité, c'est le ratio entre l'énergie qu'une machine produit réellement sur une année complète et l'énergie qu'elle aurait pu produire si elle fonctionnait 100% du temps à sa puissance maximale. D'accord, donc c'est une moyenne de rendement réel. Exactement. Si l'on prend un panneau solaire standard installé en Europe occidentale, il va produire énormément d'énergie à midi en plein été sous un ciel parfaitement dégagé. Logique. Mais il faut lisser cette production sur l'année. Et en moyenne, l'installation ne va tourner à sa puissance nominale que l'équivalent de 4 à 5 heures par jour. Ah, c'est super bas en fait. Et oui, parce que dès que le soleil baisse sur l'horizon ou que le ciel se couvre, qu'il pleut, et évidemment durant toute la nuit, la production s'effondre jusqu'à atteindre zéro. Donc mathématiquement, on installe sur son toit un équipement super cher qui, par la force des choses, est à l'arrêt ou carrément en sous-régime la très grande majorité du temps. Les chiffres rapportés par la vidéo sont assez implacables là-dessus. Sur une année, un panneau solaire européen affiche un facteur de capacité situé entre 15 et 25%. Waouh! Les 3/4 du temps, il est inactif. Et c'est là que réside la faille fondamentale soulevée par la source. Pour que la lumière s'allume quand on appuie sur l'interrupteur à 22 heures, il faut stocker l'énergie produite à midi.
Et ça veut dire des batteries. Absolument. Et actuellement, à l'échelle résidentielle, ce sont des parcs de batteries au lithium. Ouais, et on connaît le problème. Des installations super lourdes, extrêmement coûteuses, sans parler de l'extraction minière qui soulève de vraies questions de durabilité environnementale. Et puis, de par leur nature chimique, elles perdent de leur capacité au bout de quelques années. C'est un peu le talon d'Achille du renouvelable moderne, quoi. Exactement. Et en comparaison, la vidéo met en avant le système pico-hydroélectrique. Donc de la toute petite hydraulique. C'est ça. On parle ici de toutes petites installations, inférieures à 5 kW, qu'on place sur un ruisseau ou un cours d'eau. Et là, surprise, le facteur de capacité dépasse régulièrement les 95%. Attends, 95%. C'est du flux tendu permanent, en fait. Totalement. Une petite turbine d'1 seul kilowatt, si elle est sur un cours d'eau stable, elle produit 1 kilowatt la première heure, un autre la deuxième et un autre en plein milieu de la nuit. Sans jamais s'arrêter. Au bout de 24 heures, le système a généré 24 kWh d'énergie prête à l'emploi. Pour obtenir cette même quantité d'énergie garantie avec du solaire, en incluant les nuits et la pluie, il faudrait dimensionner une installation photovoltaïque 6 fois plus puissante. Ah ouais, 6 fois plus grosse. J'essaye de trouver une comparaison visuelle, c'est un peu comme si le solaire était un sprinter olympique, tu vois. Ouais, j'aime bien cette image. Sur 100 mètres en pleine journée, il est spectaculaire, il pulvérise tous les chronos, mais après 10 secondes d'effort, il a besoin de s'asseoir sur un banc pendant des heures pour récupérer. Exactement ça. Le pico hydroélectrique, à l'inverse, c'est pas un sprinter, ce serait plutôt un marcheur de fond, quelqu'un qui avance à une vitesse modérée, sans faire de bruit, mais qui ne s'arrête jamais de marcher, ni la nuit, ni sous la pluie. C'est une excellente analogie, à condition de préciser que ce marcheur de fond élimine purement et simplement le besoin de s'asseoir sur le banc des batteries chimiques. Ah oui, puisqu'il produit tout le temps, pas besoin de stocker. C'est l'environnement physique qui fait office de stockage. La rivière en mouvement ou la masse d'eau retenue en altitude par la gravité, ça constitue une batterie naturelle à durée de vie infinie. C'est fou! Le mouvement perpétuel du cycle de l'eau remplace littéralement l'électrochimie du lithium dont on dépend tant aujourd'hui. Justement, si ces systèmes sont si infaillibles, on est en droit de se demander depuis quand l'humanité exploite ce fameux coureur de fond énergétique. C'est là que la source fait un détour historique. Ouais, un détour super fascinant. Elle montre bien que l'idée n'est pas tombée du ciel avec les ingénieurs d'aujourd'hui. Les Grecs maîtrisaient déjà des roues horizontales pour moudre le grain. Bon, ça on le sait. Oui, de la mécanique rudimentaire mais efficace. Mais le passage sur l'ingénierie romaine, moi, ça m'a vraiment bluffé. On parle du complexe de Barbagale, construit au IIe siècle de notre ère dans l'actuel sud de la France. Et c'est pas juste une petite roue en bois romantique au bord de l'eau. Ah bah non, Barbagale est considéré par les historiens comme l'un des tout premiers complexes industriels de l'humanité. L'échelle est monumentale pour l'Antiquité. La vidéo décrit un aqueduc de dingue qui amenait l'eau au sommet d'une colline super abrupte. Et là, les Romains avaient construit 16 gigantesques roues à aube. 16 roues disposées en cascade. Voilà, en 2 rangées descendantes. Donc l'eau tombait sur la première roue, la faisait tourner, puis tombait sur la deuxième juste en dessous, et ainsi de suite. Ils avaient capté que la hauteur de chute et l'utilisation de la gravité démultipliaient la puissance de l'eau. C'est une utilisation optimale de l'énergie potentielle. Et ce complexe mulier, il tournait jour et nuit. Et accroche-toi, il produisait suffisamment de farine pour nourrir environ 12 000 personnes par jour. 12 000 ? C'est une usine de production de masse, il y a presque 2 millénaires. Ce qui est fascinant ici, c'est que la maîtrise de la gravité par les Romains était brillante. Mais il y avait quand même un goulet d'étranglement majeur dans leur technologie. Lequel? La forme de l'outil qui captait l'eau. Leur pale était complètement plate. Comme des planches de bois, quoi. Exactement. Et ça nous amène au grand saut technologique souligné par la vidéo. Faisons un bond dans le temps jusqu'aux années 1870, durant la ruée vers l'or dans la Sierra Nevada. Ah, l'époque des pionniers et des mines géantes. L'industrie minière était vorace en énergie à ce moment-là. Les machines à vapeur avalaient littéralement des forêts entières. Alors, pour économiser le bois, les ingénieurs construisaient d'immenses roues à eau. D'accord. Mais même en canalisant l'eau sous haute pression, ces roues à pale plate plafonnaient à une efficacité désastreuse d'environ 40%. Donc 60% de l'énergie d'Arivière était juste perdue. C'est ça. Quand un jet d'eau à haute pression frappe une surface plate, l'eau explose dans toutes les directions. Elle crée un brouillard immense, des turbulences, et elle perd instantanément presque toute son énergie cinétique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est le hasard qui vient tout changer. Le fameux coup de chance scientifique. Ouais. La vidéo raconte l'histoire d'un simple charpentier, Lester Allen Pelton. Il se trouve sur un site minier et il observe un accident matériel sur l'une de ces fameuses roues massives.
Un accident qui va révolutionner l'hydroélectricité. L'axe de rotation de la roue se brise partiellement, ce qui la désaxe. Du coup, le jet d'eau sous pression qui devait normalement frapper le centre plat des godets vient taper sur le bord extrême du godet. De manière complètement excentrée. Voilà. Et logiquement, on pourrait se dire, si on frappe un objet sur le côté et pas au centre, l'impact est plus faible normalement. La roue devrait ralentir. C'est ce que dicterait l'intuition. Or, Pelton observe l'exact inverse. La roue se met à accélérer violemment. Ce qu'il vient de voir, sans forcément pouvoir le formuler avec des équations mathématiques complexes au départ, c'est la différence entre une simple collision et un transfert vectoriel de quantité de mouvement. Oula, un transfert vectoriel. Ouais, désolé pour le jargon. En gros, Pelton analyse cet accident et comprend que stopper l'eau contre une planche, c'est un énorme gaspillage. L'objectif n'est pas d'arrêter l'eau brutalement, mais d'inverser sa trajectoire de manière hyper fluide. Attends, j'essaie de comprendre la mécanique. C'est un peu comme la différence entre foncer dans un mur de briques ou glisser dans un half-pipe en skateboard. Oh, c'est une super image. Si on fonce dans le mur plat, on s'écrase brutalement, on perd toute son inertie, on s'arrête net. Mais si on arrive dans une courbe de half-pipe, on accompagne le mouvement, on monte, on pivote, et on repart en sens inverse avec presque toute sa vitesse initiale. L'analogie du half-pipe, c'est la traduction parfaite de ce qui se passe au niveau de la mécanique des fluides. En physique, si un objet heurte un obstacle et s'y arrête net, il transfère une unité de quantité de mouvement. Ok. Mais s'il heurte l'obstacle et rebondit parfaitement à 180 degrés vers l'arrière, la variation de vitesse est doublée. L'objet transfère presque 2 fois plus de force à l'obstacle qu'il vient de heurter. Donc Pelton applique ça à sa roue. Exactement. Il a matérialisé cette équation en concevant un godet en forme de double cuillère. Au centre de ce godet, il a placé une lame fine et tranchante, qu'on appelle la crête centrale. Et ça fait quoi au juste? Lorsque le jet d'eau frappe cette crête, il est tranché net en 2 flux distincts. Ces 2 flux épousent les courbes des cuillères, comme ton fameux half-pipe, et ressortent vers l'arrière. D'accord. Ils ressortent complètement vidés de leur énergie cinétique qu'ils ont intégralement transmise à la roue. En 1880, les tests officiels montrent que l'invention de Pelton bondit à une efficacité stupéfiante de 90%. C'est un bond de géant, hein. Passer de 40 à 90% simplement en modifiant la géométrie du point d'impact, c'est du génie. Du génie mécanique pur. Et c'est d'ailleurs ce rendement inouï qui a permis, selon la source, à un industriel britannique nommé Sir William Armstrong d'installer une turbine de ce type dès 1878. Oui, dans le Northumberland. Exact. Pour alimenter des lampes à arc. Il a ainsi créé la toute première résidence privée de l'histoire humaine éclairée par l'hydroélectricité. C'est quand même pas rien. C'est historique. Et la roue Pelton est un tel sommet d'optimisation mécanique que son design de base n'a quasiment pas changé aujourd'hui. Elle est déjà parfaite. Voilà. Ce qui pose la question centrale du document qu'on analyse aujourd'hui: comment passe-t-on de ces grandes installations industrielles et de ces riches manoirs victoriens à une petite machine modeste à 50 € qu'on pourrait assembler au fond de son jardin? C'est la promesse de la vidéo, ouais. La simplicité réside dans l'architecture même du système actuel. On peut la décrypter simplement en suivant le parcours physique de l'eau. Ok, suivons une goutte d'eau alors, de la rivière jusqu'à l'ampoule du salon. Ça marche. Tout démarre en amont, au point de captage dans le ruisseau. Mais attention, on ne fait pas entrer l'eau directement dans un tuyau. Pourquoi? La première étape, vitale pour la survie de l'installation, c'est le bassin de décantation. L'eau y est ralentie artificiellement, ce qui permet à la gravité de faire tomber le sable, la vase et les petits gravillons au fond du bassin. Un filtre naturel, en gros. Exactement. Si l'on néglige ce nettoyage, les particules en suspension vont être projetées à des dizaines de km/h dans la turbine en bas. Ah oui, ça ferait comme un jet de sablage industriel. C'est ça. Ça dévorerait le métal ou le plastique des godets Pelton en quelques semaines seulement. Une fois filtrée, l'eau s'engouffre dans ce qu'on nomme la conduite forcée, qui est un simple tuyau robuste qui descend le long de la pente de la colline. Et c'est là que l'énergie s'accumule. C'est là que l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique. La règle physique de base est super claire. Chaque fois que l'eau descend de 3 mètres à la verticale, elle génère une pression d'environ 30 kPa à l'intérieur du tuyau. Donc la colonne d'eau s'écrase sur elle-même au fur et à mesure de la descente. Plus le dénivelé est important, plus les parois du tuyau en bas doivent être capables de supporter une force d'expansion redoutable. T'as tout compris. Et au bout de cette course sous très haute pression, le tuyau se rétrécit brutalement pour former une petite buse. Comme quand on pince le bout d'un tuyau d'arrosage? Exactement le même principe.
L'objectif de cette buse, c'est de forcer toute cette énorme pression accumulée à s'échapper par un orifice minuscule. L'eau se transforme en un jet rectiligne d'une extrême vélocité. Et boum, ça frappe la roue. Ça vient frapper les fameuses doubles cuillères de la roue Pelton qui se mettent à tourner à plusieurs centaines de tours par minute. L'axe de cette roue est couplé mécaniquement à un alternateur à aimant permanent. Aimant permanent, c'est-à-dire... Contrairement aux générateurs industriels super complexes qui nécessitent un apport de courant externe pour créer le champ magnétique initial, ce petit alternateur possède de véritables aimants physiques internes. Dès l'instant où l'axe tourne, un champ magnétique varie et du courant électrique pur est généré. Prêt à l'emploi. Directement. Alors, sur le papier, la mécanique est hyper limpide. Mais il y a un aspect pratique qui m'échappe un peu face à ce flux continu. Dis-moi. Admettons, la turbine tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Que se passe-t-il si je suis dans ma maison, qui est alimentée par ce système, et qu'à 2 heures du matin, je vais me coucher? Très bonne question. J'éteins la télé, le chauffage, les lumières. Mon besoin en électricité chute presque à zéro. L'eau, elle continue de frapper la roue avec la même violence dehors. Est-ce que je peux juste installer une grosse vanne sur le tuyau en PVC et tourner un volant pour réduire le débit de l'eau comme on ferme le robinet de l'évier? Surtout pas. Il ne faut sous aucun prétexte installer de vannes d'arrêt manuel en bas d'une conduite forcée. Ah bon? Pourquoi? Tenter d'interrompre ou de freiner brutalement des centaines de litres d'eau qui dévalent une pente, ça déclenche un phénomène d'une violence extrême. En ingénierie, le coup de bélier. Le coup de bélier? Ça a l'air sympa. Pas du tout. L'eau est physiquement incompressible. Si la colonne d'eau en mouvement frappe soudainement un obstacle fermé, comme une vanne, son énergie cinétique massive n'a nulle part où se dissiper. Donc la force doit aller quelque part. Elle se transforme instantanément en une onde de surpression colossale, une onde de choc qui rebondit contre la vanne et remonte à l'intérieur du tuyau à la vitesse du son dans l'eau. Oh waouh! Ce coup de bélier est largement capable de faire exploser la conduite, d'éventrer les tuyaux en plastique ou de faire sauter des joints métalliques en une fraction de seconde. L'eau doit impérativement continuer de couler, la turbine doit conserver sa vitesse de rotation constante, quoi qu'il arrive. Attends, donc la machine produit, mettons, 2000 watts en continu, mais la maison n'en consomme plus que 50 au beau milieu de la nuit. C'est un peu comme conduire une voiture à pleine vitesse sur l'autoroute, avec l'accélérateur bloqué à fond, et on aurait retiré la pédale de frein. C'est pire que ça. Si tu essayes de freiner la production électrique, le moteur explose. Sympa. Ouais, parce que l'énergie électrique générée par l'alternateur, tout comme l'énergie cinétique de l'eau d'ailleurs, ne peut pas s'accumuler dans les fils sans causer des dégâts. Si les appareils de la maison ne consomment plus l'électricité produite, la tension dans le circuit va grimper en flèche de manière incontrôlable. Et ça grille tout sur son passage. Absolument tout. Ordinateur, frigo, ampoule. Mais alors, comment on empêche la maison de prendre feu si on ne peut ni arrêter l'eau, ni stocker l'électricité dans des batteries chimiques? C'est à ce moment précis qu'intervient la seule pièce de haute technologie de toute cette installation, le contrôleur de charge électronique. D'accord, un boîtier intelligent. Ce petit boîtier agit comme le chef d'orchestre du réseau électrique de la maison. Il surveille la tension électrique du circuit des milliers de fois par seconde. À la milliseconde exacte où tu éteins la lampe de ton salon. Il le capte. Il détecte un micro-pic de tension, un surplus infinitésimal d'énergie qui ne trouve plus preneur. Et immédiatement, il ouvre un circuit secondaire et redirige ce surplus de courant vers ce qu'on appelle une charge factice. Une charge factice. C'est-à-dire qu'on jette l'électricité par les fenêtres? Pas du tout, on la convertit utilement, mais de manière totalement passive. Dans la très grande majorité des cas, cette fameuse charge factice, c'est une simple résistance thermique qui est plongée dans le ballon d'eau chaude sanitaire de la maison. Ah, malin. Ou bien c'est relié à un radiateur d'appoint. Le concept est absolument brillant. Dans un foyer alimenté par l'hydroélectrique, on n'économise pas l'énergie lorsqu'on éteint un interrupteur, on la déplace géographiquement. C'est génial. Donc les watts qui ne servent plus à éclairer la télé vont instantanément chauffer l'eau qui servira à prendre une douche le lendemain matin. C'est exactement ça. L'alternateur, lui, ne voit aucune différence. La rivière continue de couler à son rythme, la pression reste stable, et l'équilibre thermodynamique de l'installation reste parfait sans aucune intervention humaine. Mais c'est d'une élégance absolue comme système. Et d'ailleurs, c'est justement face à un système aussi bien pensé, qui évite les batteries polluantes et gère ses surplus si intelligemment, qu'on se cogne au grand paradoxe de la vidéo. Le côté « pourquoi personne ne le fait ?»
Ouais, pourquoi un tel titre provocateur? Pourquoi parler de savoir interdit ou caché par l'industrie? Je veux dire, si on peut produire de l'électricité propre en continu pour presque rien, pourquoi les ruisseaux de nos campagnes ne sont pas tous remplis de petites turbines Pelton? Y a-t-il vraiment une volonté de dissimuler cette technologie ou c'est juste du blabla? Alors, la source vidéo joue sur les mots avec ce terme de savoir interdit. Mais si on s'en tient rigoureusement à l'analyse historique qu'elle fournit, il n'y a pas besoin de convoquer une obscure théorie du complot industriel. Ouf, tant mieux. Les causes de cette disparition de la mémoire collective sont profondément macroéconomiques et politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo met le doigt sur une décennie charnière, les années 1930. Elle prend l'exemple très précis des États-Unis et de la signature du Rural Electrification Act, la grande loi d'électrification rurale de 1936. Ok, le fameux New Deal de Roosevelt, j'imagine. Exact. Avant cette loi fédérale, si tu habitais dans une ferme éloignée des centres urbains, l'État ne venait pas t'aider. L'autonomie énergétique n'était pas un choix écologique cool, c'était une nécessité de survie. T'avais pas le choix, fallait te débrouiller. Les agriculteurs devaient acheter leurs propres générateurs thermiques ou construire eux-mêmes de petits trous à aubes sur leurs rivières pour alimenter leurs outils et leurs lampes. C'était une époque où chaque foyer rural était son propre gestionnaire d'énergie par la force des choses, en fait. Totalement. Mais le gouvernement américain, dans une logique de modernisation et de relance économique, a fait le choix d'intervenir massivement. Il a lourdement subventionné la création d'un maillage électrique centralisé à très haute tension. Donc des pylônes partout. Des millions de kilomètres de câbles en cuivre ont été tirés pour relier les fermes les plus reculées à d'immenses centrales électriques à charbon ou à de gigantesques barrages hydroélectriques lointains. Et j'imagine que ça a tué le marché local. Par l'effet de ces subventions colossales, le prix de l'électricité provenant de la prise murale a artificiellement chuté bien en dessous du coût d'entretien d'une machine individuelle. Économiquement, la rationalité a changé de camp. C'est clair. Pourquoi s'échiner à nettoyer le bassin de décantation de sa rivière dans la boue et le froid de l'hiver? Quand il suffit de se raccorder au poteau électrique que l'État vient de planter juste devant ta porte. Logique implacable. Et une logique d'infrastructure très similaire a balayé l'Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale lors de la reconstruction centralisée des nations. On a tout misé sur le réseau national. On a acheté le confort. Et ce que la source souligne avec un peu de nostalgie, c'est que ce confort centralisé a eu un coût invisible et assez ravageur sur notre savoir collectif. La perte de compétences. C'est ça. En l'espace de 2 générations, pas plus. La compréhension intime de l'hydrodynamique, la capacité de bricoler un alternateur, de régler une courroie, toutes ces compétences mécaniques de base ont été effacées de notre culture. C'est un phénomène assez triste quand on y pense. Nous avons collectivement échangé une ressource énergétique locale, hyper résiliente et gratuite une fois installée, contre l'indéniable tranquillité d'esprit d'une facture mensuelle prélevée par un grand groupe industriel. Nous sommes passés du statut de producteur autonome à celui de simple consommateur passif au bout d'une prise murale. Et c'est précisément cette déqualification technique d'une population entière au profit du réseau qui justifie, selon la source, ce terme un peu dramatique de savoir oublié ou de savoir interdit. C'est pas qu'on nous l'a caché, c'est qu'on nous a incité à l'oublier. Heureusement, la vidéo ne se contente pas de faire le procès du XXe siècle, elle offre une voie de sortie extrêmement pragmatique. Oui, il y a un vrai guide pratique. Pour tous les esprits curieux qui nous écoutent et qui auraient la chance de posséder un terrain avec un cours d'eau en pente, la source donne un mode d'emploi pour reprendre le contrôle. Avec une mise en garde très importante. Ouais, elle avertit sur une erreur de débutant très courante. Il ne faut jamais estimer la puissance de son ruisseau au printemps quand la fonte des neiges le gonfle artificiellement. Les calculs de viabilité doivent impérativement se faire au mois d'août. Au plus sec de l'été. Exactement, pour mesurer le débit minimum garanti. Le fameux débit d'étiage. C'est la seule valeur fiable pour dimensionner un système qui, comme on l'a vu, ne doit absolument jamais s'arrêter de tourner. Le cahier des charges donné est assez précis. Pour que le projet soit viable, il faut une chute verticale d'au moins 15 mètres ou bien un débit d'eau constant de 40 litres par minute. Ce qui est courant dans beaucoup de régions vallonnées. Et c'est là que le fameux prix ultra clickbait de 50 € intervient. Ah, on y vient enfin. La vidéo ne propose pas d'acheter une turbine brevetée vendue à prix d'or par un industriel. Elle s'appuie sur le formidable levier du mouvement open source. La force d'Internet. Elle met en lumière les travaux d'un ingénieur australien, Daniel Connell. Ce type a publié sur Internet des plans détaillés, totalement libres de droit, qui permettent à n'importe qui de fabriquer une roue Pelton ultra performante. Et avec du matériel de récupération, j'imagine. Complètement.
On parle d'assembler des tuyaux d'évacuation en BVC de récupération, des petites pièces imprimées en 3D à la maison pour les fameux godets, et d'utiliser, ça c'est génial, l'alternateur recyclé d'une vieille machine à laver destinée à la casse. C'est du génie frugal. L'approche de l'ingénierie open source joue ici un rôle crucial de préservation et de transmission du savoir. Ouais, ça contourne le problème du savoir perdu. En documentant ces plans en accès libre, cette communauté permet à des individus ordinaires, avec un simple outillage basique, de reproduire l'efficacité extraordinaire de 90% découverte par Pelton il y a 140 ans. C'est beau quand même. C'est une vraie réappropriation populaire d'une science mécanique fondamentale. Ça échappe ainsi à l'oubli ou au verrouillage financier des industriels modernes. Franchement, quand on prend le temps de s'arrêter sur tout ce cheminement aujourd'hui, ça donne le vertige. C'est un sacré voyage dans le temps, hein. On est parti des ingénieurs de la Rome antique qui alignaient d'immenses meules à Barbagale pour nourrir des milliers de personnes. Ensuite, on a voyagé dans les mines de la Sierra Nevada pour comprendre comment un simple charpentier a doublé leur rendement énergétique mondial, presque par accident, avec cette idée brillante inspirée du rebond des fluides. La fameuse lame séparatrice? On a regardé les limites bien réelles de nos chers panneaux solaires hyper technologiques qui sont souvent piégés par leur dépendance aux batteries au lithium. Tout ça pour comprendre la force implacable et silencieuse d'une petite machine qui tourne 24 heures sur 24 sous l'impulsion d'une simple rivière. Le marathonien énergétique. Et on l'a réalisé que la disparition de cette autonomie magique dans nos campagnes, ça relevait bien plus d'un choix de société centralisateur fait dans les années 30 que d'une réelle obsolescence technique. La machine était parfaite, c'est nous qui avons changé de modèle. Tout ce parcours, je trouve, amène à une réflexion finale assez troublante sur la trajectoire globale de nos sociétés modernes. C'est-à-dire, Puisque l'on vient de voir avec quelle fulgurance, en à peine 60 ans, le confort facile d'un réseau centralisé a réussi à effacer de la mémoire collective une technologie mécanique aussi parfaite, une technologie hyper efficace, durable, réparable à l'infini et surtout indépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales. ouais, on l'a rayé de la carte mentale. La question se pose pour l'avenir. Quelles autres merveilles d'ingénierie du passé, quelles autres inventions ultra robustes et fonctionnant sans terre rare prennent actuellement la poussière dans les vastes archives de l'histoire industrielle? C'est une excellente question. Des solutions d'une simplicité désarmante qui attendent peut-être simplement qu'une communauté de passionnés sur Internet s'en empare, les modélise en open source et nous offre enfin les clés pour résoudre les grandes impasses écologiques qui se dressent devant nous.